Alors maintenant, il a disparu de mon radar, heu, la présentation a disparu de mon mais j'entends toujours le son. Bon, j'ai fait des trucs avec, Zoom et ça marchait bien, mais ici, c'est le système. En fait, le film que j'entends pour l'instant, n'est plus visible sur l'ordinateur. Je ne sais pas si vous, vous le voyez? Heu, non, donc j'ai un problème. Je pense qu'on ne peut pas nier que le cinéma était sonore, même s'il n'y avait pas de son synchrone. Hem, Moi, en tant que preneur de son et Là, on entend votre oui, autre oui, voix. c'est ça. On entend mon autre voix et je la présentation a disparu de mes 2 écrans. Donc j'ai QuickTime, ouais, je vais voilà, j'ai compris. Hops, voilà, bon, on va le faire sans les extraits vidéo puisque apparemment il y en a qui n'ont pas un flux suffisant pour voir ça confortablement et en même temps, il y a ce problème de son. Hier, j'ai voulu tester avec quelqu'un ici chez moi, mais il faut être, quelqu'un de l'IAD pour pouvoir accéder à la réunion et donc ça ne marchait pas. J'ai pas pu faire les essais. Hem, bon, donc continuons. En fait, donc au début, le cinéma était muet et dans l'image, on essayait d'évoquer, l'univers sonore. Je pense que des cours d'histoire du cinéma vont vous expliquer ça. On va se concentrer plutôt sur les aspects techniques. Alors, par après, il faut savoir que vers 1914, on a mis au point quand même, un brevet, enfin, il y a un brevet qui a été déposé pour l'enregistrement du son, qui pourrait se synchroniser avec l'image. Mais, le 1er film parlant, n'est arrivé qu'en 1927. Alors qu'est-ce qui s'est passé entre ces 2 périodes? Eh bien, il a fallu du temps pour que les producteurs se décide à explorer la voie du sonore, disons. Il a fallu aussi du temps pour que le processus industriel qui consistait à fabriquer les équipements d'enregistrement, les équipements de diffusion, et les supports d'échange, se mette au point, sachant que les usines qui fabriquaient les projecteurs, le matériel d'enregistrement et cetera, comme Klangfilm, par exemple, en Allemagne, étaient aussi des producteurs de films. C'est-à-dire que, tout comme, récemment, on a eu Sony, par exemple, qui créait de nouveaux formats et des nouveaux supports, heu, on a un lien évident entre les industriels et les producteurs de films. Alors, il y a des cinéastes, originaux comme, Dziga Vertov qui avaient le désir de faire du son mais qui n'en avaient pas les moyens. Alors, vous le verrez dans un extrait de la conférence, donc que vous pourrez visionner indépendamment et là aussi, il faut savoir que la Cinémathèque a mis, cette conférence en ligne, mais le streaming est peu performant et donc je vous conseille de mouliner, de capturer le film, et puis de le visionner après à partir d'un lecteur de disque dur ou d'un support beaucoup plus fluide que le net. Donc cette conférence dont vous recevrez le lien comporte, les explications que je suis en train de vous donner, mais peut-être un peu plus
enfin, c'était en public devant pas mal de gens à Paris, moins fl enfin, plus délayé, disons, plus dilué. Hem, le et puis vous verrez les extraits de films et vous pouvez éventuellement, si vous avez suivi le cours ici, heu, avancer rapidement pour aller voir uniquement les extraits de films et peut-être la minute qui précède, de façon à vous remettre à jour. Hem, alors donc Dziga Vertov a, a emmené un gramophone. En fait, c'était un enregistreur, rudimentaire. C'est le premier. En fait, Edison avait eu l'idée de graver sur des cylindres de cire, les vibrations d'une membrane située à la fin, à l'arrière d'un pavillon. Et il était possible en tournant une manivelle, d'enregistrer, de graver un sillon sur un cylindre de cire et de capter avec peu de précision, de capter, des enregistrements sonores, de préférence assez intenses et en ne se situant pas trop loin. Alors, le problème, c'est que, bon, ben, il a été enregistré des sirènes d'usines et des cris d'ouvriers, communistes. Il synchronisait les sons pendant la projection des films. Il y a eu aussi, dans les années 20, des inventeurs qui ont développé des orgues à son, c'est-à-dire qu'il y avait des machines qui produisaient le son de la pluie, le bruit du vent, des explosions et toute une série de choses. C'était un espèce de synthétiseur, mais tout était mécanique. C'est-à-dire que, on pouvait faire le bruit d'un train à vapeur et c'était, de l'air comprimé, enfin et des pistons qui circulaient. J'ai vu une machine comme ça chez Walt Disney à Los Angeles. Hem, Cette machine permettait de bruiter les films en direct. C'est-à-dire que là aussi, vous connaissez bien l'image du du pianiste qui joue, pendant qu'on projette un film. Eh bien, il y avait la volonté, c'était valable aussi au théâtre et à l'opéra, de produire des sons pendant la représentation. Et puis, dans les années 20, fin des années 20, les dispositifs de diffusion, donc les projecteurs, les amplificateurs, les haut-parleurs, ont été fabriqués et on a commencé à travailler de 2 manières au niveau de l'enregistrement du son. C'était soit graver des disques, un peu comme les disques vinyles, qui étaient synchronisés avec le projecteur. C'était vraiment compliqué et fastidieux pour la projection et puis il y avait des risques que ça se désynchronise. Vous verrez, un exemple, ou une évocation de ça dans le film Chantons sous la pluie, où il y a une scène assez marrante où, une comédienne du muet, avec une très mauvaise voix, fait son premier film sonore et en fait, le film Chantons sous la pluie parle de ça, donc si vous avez la possibilité de le voir ou de le revoir, c'est vraiment intéressant, et c'est un film assez amusant. Donc l'extrait qu'il y a dans la conférence, heu, montre la problématique de la diction des acteurs et des actrices et à l'époque, les gens qui faisaient du cinéma muet, qui jouaient dans des films muets, n'avaient pas besoin d'avoir, une diction parfaite. On ne les entendait pas parler, donc ils exagéraient énormément les gestuels et à partir du moment où il a fallu capter leur voix, on s'est rendu compte qu'il y avait des accents, qu'il y avait toute une série de problèmes, même de mémorisation de textes. C'était des acteurs de pantomime en fait, mais pas de théâtre. Donc la problématique, c'est que, une série d'acteurs étaient réticents, il a fallu en trouver d'autres. Le paysage, cinématographique a changé et on a eu tendance à en faire beaucoup trop au début, c'est-à-dire on voulait des films 100 parlants, donc ça parlait. Hem, à ce moment-là, on avait aussi un autre procédé pour l'enregistrement du son.
Donc là, on est autour de 1929, hein. 1, enregistrement sur des disques vinyles. 2, enregistrement avec ce qu'on appelle du son optique. C'est-à-dire que, heu, les les intonations sonores sont transformées en courant électrique, et ce courant électrique pilote une lampe dont la quantité de lumière est modulée par l'intensité sonore, et cette lampe expose, une pellicule qui défile en même temps que l'image lors de la prise de vue. Alors, l'équipement nécessaire pour faire ça, était grand comme un camion, une tapissière, un camion de déménagement, à l'intérieur de laquelle il y avait la fameuse caméra sonore. Et il y avait tout l'équipement électronique qui était volumineux, qui nécessitait beaucoup d'électricité, et ce camion coûtait lui-même extrêmement cher. Donc il y a que certaines industries cinématographiques qui ont pu, en profiter au départ. C'est-à-dire qu'il fallait être très riche pour faire du cinéma sonore, et il fallait être certain aussi de rentabiliser les films, et donc on avait tendance à réaliser des films commerciaux, et avec des histoires d'amour, et où on tire sur des ficelles, assez grosses, pour ce qui est du scénario. Hem, donc ce sont les Américains qui ont développé, le plus rapidement, ces techniques, et puis en sont venus ensuite les Anglais et les Français. Vous verrez dans la conférence, une, une évocation aussi de Hitchcock, qui avait la possibilité, enfin on lui avait demandé de s'occuper de, comment dire? De faire jouer une actrice du muet dont la voix ne convenait pas, et il a eu l'idée de faire jouer une comédienne à côté du plateau, et c'est elle qui avait un micro, et donc elle mimait la voix sur les mouvements de lèvres de la comédienne principale. Heu, C'était le début de la post-synchronisation. Alors donc ça, ce sont 3 techniques, l'enregistrement sur disque vinyle, l'enregistrement avec caméra optique sur de la pellicule, c'était de la pellicule à très haut contraste, ou ce qu'on appelait, bon, la post-synchronisation, qui est indépendante des procédés d'enregistrement, mais qui consistait à permettre de remplacer la voix de quelqu'un par, la voix de quelqu'un d'autre. Donc ne vous rassurez-vous, vous aurez tous ces extraits dans la conférence. Alors, oui? Est-ce que vous pouvez juste réexpliquer la deuxième façon? J'ai pas trop compris, en fait. Eh bien, donc la D'accord. première manière, c'était d'enregistrer des disques, vinyles. Ça, c'était, un procédé qu'on voit évoqué dans le film Chantons sous la pluie. Hem, c'est une histoire qui se passe sur un plateau de cinéma et autour de 2 acteurs, enfin d'un acteur, une actrice. Le deuxième procédé, et qui a duré pas mal de temps, c'est le son optique. Ça s'appelle le son optique. L'idée, c'est que on a une caméra film qui filme l'image, et on a une autre caméra qui est synchronisée à celle-là, par des moyens électriques, qui tourne exactement à la même vitesse que la caméra image, et dans cette caméra, il n'y a pas d'objectif en fait. À la place de l'objectif, il y a une fente, et devant cette fente, Heu, il y a, une lumière dont l'intensité lumineuse est modulée par le son, et puis de l'autre côté de la fente, il y a de la pellicule qui défile. De ce fait-là, on a une variation quand on regarde la pellicule, on a une variation de on a une échelle comprise entre le noir et le blanc, avec toute une série de gris. Ça, c'est un procédé qui s'appelle le procédé à densité variable. Heu, donc alors, l'intensité lumineuse est modulée par le son, c'est-à-dire que le microphone envoie des informations, des variations de tension électrique qui sont appliquées à une lampe qui est située, devant une fente, et de l'autre côté de la fente, il y a la pellicule qui défile. Donc quand la lampe
est allumée, bah, c'est que le son est très fort. Quand elle est éteinte, c'est que le son est très faible et forcément, il y a des variations d'intensité lumineuse, entre fort et faible avec des vibrations. Au niveau de la pellicule, ça donne une piste dont, si on la lit à travers une fente en faisant passer de la lumière et de l'autre côté, il y a une cellule photoélectrique, on va récupérer des variations d'intensité lumineuse, en fait, qui vont pouvoir être envoyées via une cellule photoélectrique dans un ampli et un haut-parleur au moment de la diffusion. Est-ce que ça va, l'explication comme ça? Oui, c'était parfait, merci beaucoup. Bon, et donc il y a eu aussi un autre procédé qui s'appelle le procédé à élongation variable. Et là, en réalité, il y a toujours cette fente, il y a toujours la pellicule son qui défile. C'est de la pellicule, dans ce cas-ci, à très fort contraste, c'est-à-dire soit il y a du noir, soit il y a du blanc, mais il y a pas de gris. Donc c'est pas du tout la même pellicule que pour faire la densité variable que je viens d'expliquer. Et en réalité, la fente, heu, à travers la fente passe une lumière fixe, la pellicule défile de l'autre côté, mais il y a 2 rideaux qui s'ouvrent et qui se ferment en fonction de l'intensité sonore. Un peu comme, alors ça imprime sur la pellicule un peu ce que vous voyez, quand vous faites une représentation du son dans Audacity ou dans Pro Tools ou dans un logiciel de montage image. Hem, alors c'est ce procédé-là qui a été utilisé jusqu'il y a très peu de temps, jusqu'à ce qu'on passe en numérique. C'est ce procédé-là qui a été utilisé pour mettre du son sur la pellicule qu'on mettait dans un projecteur et ce projecteur lisait, l'image et le son qui était écrit sur le bord de l'image, en fait, en dehors de l'image, mais dans un espace compris entre les perforations et la pellicule ou entre les perforations et le bord de la pellicule. Alors, l'idéal, ce serait de vous montrer ça, mais ça se trouve dans la conférence. Donc, voilà, 2 procédés, procédé à densité variable, procédé à élongation variable, qui permettaient de mettre, le son sur un support, soit au départ qui était différent de celui de l'image et par après, ce procédé d'inscription du son sur la pellicule était incorporé à l'image dans certaines, caméras, notamment une caméra américaine dont la marque est Auricon, Auricon, Auricon. On en parlera plus tard de cette problématique-là, c'est-à-dire que cette caméra Auricon enregistrait l'image et le son, sur le même support, sur la pellicule. Il y a eu aussi, des caméras Auricon qui enregistraient le son sur une piste, de bande magnétique qui était collée sur le bord de la pellicule. Mais ça, on en parlera plus tard aussi. Alors, donc autour de 1929, on se retrouve avec 2 moyens d'enregistrement du son, le disque et la, le son optique. La synchronisation de l'image et du son à cette époque-là se faisait par des moyens électriques. On utilisait ce qu'on appelle des moteurs synchrones sur la caméra film et sur la caméra, optique, audio. Et puis au niveau du montage, on utilisait des liaisons mécaniques, c'est-à-dire des axes qui font tourner à la fois la pellicule et la pellicule sonore sur la table de montage. Et quand on coupait dans la pellicule image, on coupait aussi dans la pellicule son et on utilisait donc, des ciseaux et du papier collant. Enfin, au départ, c'était de la colle, mais après c'était du papier collant. Alors, dès le début aussi, mais vous avez probablement vu apparaître, et ça j'ai l'objet ici, donc ce qu'on appelle un clap. Alors, à quoi sert un clap? Eh bien, il sert justement à synchroniser la caméra et l'enregistreur de son et à pouvoir récupérer éventuellement l'information de synchronisation. Alors, ce clap est constitué de 2 morceaux de bois qui font un son quand on les claque, voilà, et on voit au moment où c'est fermé, on sait qu'on doit avoir le son correspondant. Donc, voilà.
Alors, peut-être ici avec le streaming, vous devez avoir peut-être des désynchronismes légers, on ne sait pas. Mais voilà, donc ça, c'est un clap. Alors sur le clap, on écrit toute une série d'informations, le nom du réalisateur, le numéro de la bobine, le numéro de la séquence, le numéro du plan, le numéro de la prise de vue. Donc par exemple, scène 1, séquence 3, scène 1, prise 3. Ça veut dire qu'on a fait 3 fois, la prise de vue de cette scène et de ce plan. On a 3 versions. Alors, hem, ce clap est un moyen, relatif. Relatif, ça veut dire, heu, on a l'information sur le son, on a l'information sur l'image. Ces 2 informations correspondent. Mais pour qu'on soit sûr que c'est la bonne prise, au son et à l'image qu'on va synchroniser, il faut faire une annonce. Alors cette annonce, ça fait partie du rituel d'un plateau de tournage. Alors, comment se passe ce rituel? Et là, vous pouvez peut-être prendre note comme ça vous fera un aide-mémoire. Mais, au moment où on sent que la prise de vue va pouvoir s'organiser, hem l'assistant réalisateur ou le réalisateur crie moteur. Alors, il ne crie pas toujours moteur quand tout le monde est prêt. C'est l'assistant réalisateur qui temporise et qui confirme. Donc le réalisateur dit moteur, ça veut dire qu'il a envie qu'on tourne. L'assistant réalisateur crie à tout le monde et éventuellement dans le walkie-talkie, de façon à ce que tout le monde l'entende, même dans la périphérie du plateau. Il crie moteur demandé. Enfin, en général, il crie silence aussi. C'est d'ailleurs très désagréable parce que, ça fait mal aux oreilles. Quand on est ingénieur du son, qu'on a préparé l'enregistrement, on a le casque sur les oreilles et parfois on a un assistant réalisateur qui crie silence juste à côté du micro. Alors donc, moteur, dit le réalisateur, silence, crie l'assistant réalisateur, moteur demandé, dit l'assistant réalisateur dans les walkie-talkies et aux gens sur le plateau. Hem, alors, l'ingénieur du son, dit, «Le son tourne» ou «Tourne au son» ou «Ça tourne», heu, ou «Speed», hem et en anglais ou «Loopt» en néerlandais. Le l'assistant, machiniste ou l'assistant caméra, qui a présenté le clap devant la caméra. Ce clap doit être, bien cadré, pas flou, visible, c'est-à-dire ni trop loin ni trop près. Hem, il dit: «Annonce». À ce moment-là, l'ingénieur du son, heu non, c'est l'ingénieur du son qui dit: «Annonce» parce que ça tourne, heu et l'assistant caméra ou l'assistant machiniste, annonce le numéro de la séquence et du plan. Et puis, le caméraman, dit speed et puis, on ferme la claquette. Alors, cette procédure qui varie légèrement, mais très peu, heu, est faite de façon à ce que ce soit d'abord le son qui lance le moteur. Il y a plus de moteur forcément en travaillant en numérique, mais on continue à le dire. Avant, ça prenait un certain temps avant que le son soit synchronisé. Et donc c'est pour ça que cette procédure n'a pas évolué, qu'elle a été établie. Hem et pour économiser de la pellicule, ce qu'on n'utilise plus beaucoup maintenant non plus, mais c'est la caméra qui se met en route en tout dernier lieu, juste avant que la claquette se ferme. Voilà, donc ça c'est le rituel de démarrage et ce qui est très important de retenir, c'est que tout le monde doit avoir ce clap. C'est-à-dire que s'il y a 2 caméras, il faut que les 2 caméras aient le clap. Et le son doit avoir le clap aussi. Alors c'est compliqué parce que parfois, vous avez 2 caméras qui sont dans des angles contradictoires et qui ne permettent pas aux 2 caméras de voir simultanément le clap. Et donc dans certains cas, on fait 2 claps, ce qui est fastidieux, qui allonge la procédure
et qui nécessite de redoubler la synchronisation, de synchroniser une caméra et puis l'autre. Alors quand on fait le clap, on dit caméra A, on se tourne vers la caméra A et puis on dit caméra B, on se tourne vers la caméra B. Voilà. Mais donc ce qu'il faut retenir, c'est que le clap, c'est un moyen de synchronisation qui est, relatif, c'est-à-dire on doit le filmer au même moment, au même instant et c'est ça qui donne le point de synchronisation. Maintenant, la problématique du clap, c'est que si vous êtes en train de filmer un spectacle, par exemple une pièce de théâtre, à l'époque, les caméras, avaient des magasins, donc la pellicule durait une dizaine de minutes et donc toutes les 10 minutes, il fallait changer de bobine. Dès qu'on change de bobine, on arrête la caméra. Dès qu'on arrête la caméra, au moment où on la redémarre, il faut se resynchroniser et donc le problème, c'est que, c'était un moyen de synchronisation qui était très intrusif. Il nécessitait de perturber le milieu dans lequel on se trouve et en cinéma documentaire ou en captation de théâtre, ou de spectacle vivant, c'était assez impraticable. Le problème aussi, c'est si on utilise beaucoup de caméras. Dans ce cas-là, si on a un seul enregistrement du son et plusieurs, caméras qui tournent simultanément, mais dans des axes différents, on a beaucoup de difficultés à utiliser un clap. Et peu à peu, dans les années 60, avec l'arrivée du cinéma documentaire, on a trouvé, utile, heu, disons, de rechercher ou même indispensable et urgent, de rechercher des moyens de se synchroniser plus facilement. Alors, à la fois à l'ONF, au Canada et enfin au Québec et en France, notamment, un ingénieur qui s'appelle Boviala, qui travaillait chez Coutan, un fabricant de caméras. Hem, Ils ont imaginé que ce serait bien qu'on puisse écrire l'heure qu'il est, en fait, et la date, puisqu'en fait, on n'aura jamais 2 fois la même date et la même heure, successivement. Ce serait bien si on pouvait encoder, disons, sur le son et sur l'image, ce qu'on a appelé le marquage du temps en France, le time code dans les autres pays. Alors le time code, c'est quoi? En fait, c'est l'idée d'écrire sur le bord de la pellicule, là où on n'écrit pas déjà du son, à proximité des perforations ou entre les perforations, qui est qu'une partie avec de l'émulsion, donc on peut écrire des choses là-bas. D'écrire l'heure qu'il est et la date. Donc, jour, mois, année, heure, minute, seconde. Le principe du timecode, c'est qu'on va avoir une référence absolue, c'est-à-dire, ah, si on j'ai parlé de référence relative tout à l'heure, eh bien, le timecode est une référence absolue. C'est-à-dire que, hem, à partir du moment où on a une horloge commune, que cette horloge commune a donné l'heure à toute une série d'équipements qui possèdent eux-mêmes une horloge qui va pouvoir s'initialiser à partir de celle-là et cet équipement va pouvoir, heu, se synchroniser au temps que qu'on a donné. À partir du moment où on réussit à donner une heure commune à tous les supports d'enregistrement, que ce soit des enregistreurs ou des caméras, et il peut y en avoir une infinité. Dans ce cas-là, n'importe quelle caméra et n'importe quel enregistreur peut démarrer à n'importe quel moment et le rituel du clap n'est plus indispensable. On verra qu'on continue à avoir le rituel du clap sur des plateaux de fiction, mais il y a énormément de cas où, le rituel du clap n'est plus nécessaire dans la mesure où on utilise du timecode. Alors, j'ai pris ici avec moi, il y a ma caméra Super 16, voilà, c'est une Aton XTR. Il n'y a pas l'optique pour l'instant, mais donc c'est une caméra qui est équipée, là vous voyez un écran LCD. Elle est équipée d'un générateur lecteur de timecode et elle permet d'inscrire l'heure et la date sur le bord de la pellicule
Alors pour faire ça, il y a, dans le à proximité de l'endroit où passe la pellicule, là je retire, ce qu'on appelle le magasin. Donc le magasin, c'est, la boîte dans laquelle on met la pellicule. Ça, c'est le couloir, dans lequel défile la pellicule et dans ce couloir, il y a, des diodes, qui vont permettre d'écrire le temps, heu, à un endroit précis, de façon à ce que, quand on va lire la pellicule développée, hem, on va, pouvoir capturer les indications d'heure, minute, seconde et date, et les écrire sur le support final qui peut être, un support analogique ou un support numérique. Donc on va associer les images qui seront transférées de la pellicule vers un procédé numérique, par exemple. Hem, on va écrire le temps, l'heure exacte à laquelle, alors la caméra s'appelle la marque, c'est une Aton, donc de ATON, et le modèle, c'est XTR. C'est une caméra, pellicule, donc super 16 millimètres. C'est la caméra avec laquelle j'ai tourné mon film documentaire. Alors, cette caméra a besoin de recevoir la référence de temps. Alors la référence de temps, elle est donnée par l'enregistreur. J'ai un enregistreur. C'est l'enregistreur que j'ai utilisé pour faire les essais de micro. Heu, alors cet enregistreur s'appelle un Kantar Mini, heu et là vous ne le voyez pas parce que c'est pas net, mais si, peut-être que oui, comme ça. Vous voyez l'heure, la minute, la seconde, en principe, il y a un générateur à l'intérieur de l'enregistreur et sur cet enregistreur, j'ai connecté un petit boîtier. Ce petit boîtier a capturé l'heure qu'il est dans l'enregistreur audio. Alors chaque fichier audio sera, encodé avec les références de temps et ce petit boîtier, voilà, ici, permet d'afficher, le timecode et de donner surtout le timecode à la caméra film. Donc je branche ce boîtier à la caméra film et la caméra film prend l'heure qu'il est dans ce câble et associera toutes les prises de vue, à cet horaire-là. Il est possible aussi de donner, heu, l'heure à ce clap qui est un clap électronique. Donc là, pour l'instant, il n'a pas reçu, de timecode, donc il ne va pas vous afficher un timecode, même si je peux en générer un, voilà donc alors, il faudrait que je lui donne le timecode comme je le donne à une caméra. Heu, voilà, ici, je lui demande de générer un timecode. Donc le timecode, là, pour le moment, il a démarré à 0 h 58 minutes 36 secondes, 37 secondes et puis là, ça compte les images. Donc chaque image est numérotée, en fait. Donc le format du timecode, il y a 8, il y a 8 chiffres, plus les chiffres pour la date. Heu, donc jour, mois, année et encore 2 chiffres qu'on peut décider soi-même, ce qu'on donne, par exemple, ça peut être le numéro Excusez-moi. de la bobine. Oui? Oui, en fait, je voulais savoir, mais du coup, comment on synchronise, le clap le clap numérique avec, la caméra pour qu'ils aient le même timecode? En fait, donc ce matin, j'ai allumé mon enregistreur audio et cet enregistreur audio, j'ai décidé que c'était la source de l'heure, générale, donc que c'était l'horloge mère. Ensuite, j'ai raccordé ce petit boîtier à l'enregistreur audio et l'enregistreur a donné la référence de temps à ce boîtier, qui est une horloge transportable, disons, qui est synchronisée maintenant, dès l'instant où on la connecte à l'enregistreur audio
elle est synchronisée avec l'enregistreur et ensuite, on peut brancher ce boîtier, au clap time-codé de façon à donner Mmh. l'heure officielle au clap time-codé. À ce moment-là, quand on montrera le clap aux caméras et ça peut être aussi un smartphone ou n'importe quoi, la référence de temps apparaîtra dans l'image et on peut même furtivement, pendant 2 secondes, indiquer, montrer dans l'image la valeur de timecode et puis filmer avec votre téléphone et au moment du montage, vous allez pouvoir vous arrêter sur l'image sur laquelle on voit, la référence de temps et aller mettre le clip, visuel, disons, Mmh. en regard dans la timeline de cette heure, de cette minute, de cette seconde et de ce numéro d'image-là. Est-ce que c'est clair? Oui, mais du coup, en fait, c'est ce boîtier-là qui permet de synchroniser tous les éléments, c'est ça? Voilà, si on veut. Au départ, OK. lui, on peut lui donner une heure aussi, hein, on peut, Oui. mais c'est un peu il y a qu'un seul bouton, donc c'est un peu Mmh. compliqué de naviguer dans les menus. C'est un petit boîtier, heu, qui est léger parce que souvent, en fait, on prend l'heure à un enregistreur audio et puis on met un boîtier sur chaque caméra vidéo, chaque caméra numérique. Ce petit boîtier, il est scratché, dessus et Mmh. on le laisse, pendant toute la journée sur la caméra. Parce que quand on change la batterie de la caméra, parfois le timecode de la caméra se perd, ou quand on change la vitesse de prise de vue parce qu'on a envie de faire du ralenti ou de l'accélérer pour un plan, après il faut tout remettre à l'heure. Donc le fait de laisser un boîtier par caméra, donc des boîtiers comme ça, j'en ai 4-5. S'il y a 3 caméras, on a 3 boîtiers. L'enregistreur audio donne la même heure à tous les 3 boîtiers en début de journée. Ensuite, on installe les boîtiers sur la caméra et si on utilise un clap timecodé, on va donner l'heure au clap au moment où on l'allume et à ce moment-là, le clap va capturer l'heure qui est à l'entrée timecode et puis quand on se déconnecte, bah, le clap continue à tourner pendant 4-5 heures sans dériver, et permettra d'afficher dans l'image de n'importe quelle caméra, la référence de temps. En fait, l'idée, c'est qu'il faut une référence et une référence, ça veut dire il y en a jamais qu'une. Enfin, on ne devrait pas dire une référence, s'il y a 2 références, c'est pas bon. Donc il faut, que et dans ce cas-ci, c'est l'enregistreur de son, qui sert de référence à tout le monde. En général, les gens de l'image, confient, à l'équipe son le soin de synchroniser leur caméra avec le son. J'ai bien répondu? Oui, 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 merci. Ça va? Ça Hem, va, merci. donc Pardon, monsieur? oui, oui. Et c'est quoi le timecode qu'on commence avec généralement? Est-ce que 00 ou bien il y a un timecode bien précis qu'on commence avec? Alors en général, c'est l'heure qu'il est, c'est-à-dire, par exemple, les filles ou les garçons qui sont en montage script, mais ils vont nous demander sur les plateaux, de mettre le timecode de notre enregistreur audio à la même heure que celle d'un smartphone, c'est-à-dire l'heure, de Ah, OK. l'horloge atomique de Hatton. Donc c'est l'heure qu'il est, en fait. C'est l'heure Mmh. qu'il est maintenant. Donc là, pour le moment, mon timecode est à 10h37 parce qu'il a pas changé d'heure, et il est un peu décalé. Mais donc voilà, normalement, bah, sur mon ordi, là, il est marqué 9h32, et s'il y a des secondes, bah, il faudrait que ce soit les mêmes secondes aussi approximativement, hein. De façon à ce que la script, elle regarde sur sa tablette parce qu'en général, elle travaille avec une tablette, hem et elle a, tout ce qui se passe heure par heure et elle sait aussi que, bah, les timecodes des plans correspondront à l'heure qu'il était au moment où on les a tournés. C'est un peu ça l'idée. Ça s'appelle, le timecode time of day, TOD, time of day, donc l'heure du jour. Hem, Maintenant, Mmh. il existe une autre manière de travailler avec du timecode, mais j'ai pas trop envie de vous embrouiller, mais qui s'appelle, Rec Run. Alors, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est un timecode qui avait été, heu, pas inventé, mais, choisi
quand les caméras vidéo enregistraient le signal sur de la bande magnétique. La problématique de la vidéo enregistrée sur de la bande magnétique, c'est que, au moment où on lit la cassette Betacam ou Betamax ou U-matic ou enfin, ces cassettes sur lesquelles on mettait de la vidéo dans les années 80-90, 2000, hem, au moment de la lecture, il ne fallait pas qu'il y ait des trous, dans le timecode, sinon les machines de lecture devenaient folles. Et ni des sauts de timecode. Par exemple, on s'arrête pour une demi heure et l'heure se décale d'une demi heure entre 2 plans. Les lecteurs vidéo n'aimaient pas ça parce qu'en réalité, au moment de la lecture, on aimait bien que la machine tourne déjà depuis quelques secondes avant, le plan intéressant. Mais si le plan intéressant était juste après une saute de timecode, la machine ne pouvait pas faire ce qu'on appelle son pré-roll, c'est-à-dire, heu se lancer et se synchroniser avec des références diverses. Heu et donc, les machines devenaient folles. Alors on a décidé de faire en sorte que le timecode ne soit jamais discontinu sur une cassette et c'est là où on a inventé le rec run, c'est-à-dire que le timecode s'arrêtait au moment où on arrêtait la caméra et redémarrait au moment où on redémarrait la caméra. Et alors, dans ce cas-là, mais la première cassette de la journée, on la mettait à 1 heure, la deuxième cassette à 2 heures, la troisième cassette à 3 heures et comme ça jusqu'à 12 cassettes. Bon, si on devait aller plus loin, mais il fallait trouver un système pour les classer par demi-journée. Mais, ce système, rec run n'est plus vraiment, utilisé maintenant ni nécessaire. Voilà. Donc, en général, maintenant, tous les appareils sont synchronisés avec ce qu'on appelle time of day. Est-ce que j'ai répondu à ta question? Oui, mais juste, ce que je veux savoir, c'est, en passant à la deuxième journée de tournage, est-ce qu'on reprend le même heure du jour ou bien on reprend la continuité du 1er jour de timecode? Alors, quand on travaille avec time of day, dans le timecode, il y a les informations heure, minute, seconde, mais aussi, jour civil. C'est-à-dire, aujourd'hui, on est le 26 octobre 2020. Bah, il y aura qu'une seule fois, 9h35 le OK. 26 octobre 2020. Ça n'arrivera pas 2 fois. Ouais. Dans ce cas-là, on n'a pas besoin de s'inquiéter d'une journée à l'autre. La particularité, c'est que, par exemple, on décide de faire un film uniquement pendant le couvre-feu, puisque c'est maintenant. Donc on tourne entre 22 heures et 6 heures du matin tous les soirs. Bon, ben là, il y a un problème. C'est-à-dire que le timecode va sauter d'une journée alors qu'on est dans la même journée de travail. Tu comprends? Oui, oui. Alors dans ce cas-là, il est nécessaire d'identifier, les journées de travail, c'est-à-dire premier jour, deuxième jour, troisième jour. Et c'est là où, en fait, les 2 digits qu'on a de disponibles dans les user bits, c'est-à-dire, là où on écrit la date, en fait, pour